Merci. Personne n'est parfait, effectivement, je suis avocat. Et moi aussi, j'ai des petites citations. Alors, vous avez cité Engels, et j'aimerais citer Marx, qui a dit cette chose. Pourquoi est-ce que je devrais me soucier des générations futures alors qu'elles n'ont rien fait pour moi? Évidemment, je pense à Groucho Marx et non pas à Karl Marx. Mais il pose une vraie question philosophique et juridique, qui est celle des droits des générations futures. À quel titre et de quel droit nous pourrions parler, nous, au nom des générations futures, alors que nous avons, avec beaucoup de sagacité, usé et abusé des ressources de notre planète. Mais ce n'est pas de cela que je viens vous parler aujourd'hui. Nous en avons parlé abondamment au cours des sessions précédentes. Nous savons tous, le constat est partagé, que cette planète vit à crédit, hypothèque son avenir. Et donc la question qui se pose est de savoir si on doit, comme les écologistes ou certains écologistes radicaux, considérer que l'humanité va disparaître bon débarras. Je pense à ce livre d'Yves Pacalet, « L'humanité disparaîtra bon débarras ». Est-ce qu'il faut se réjouir de cela? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, espérer un avenir meilleur pour les générations qui nous suivent et éviter d'assister à ce dernier feu d'artifice de l'humanité, pour reprendre la belle expression un petit peu détournée utilisée hier par Gilles Remstein. Alors, l'heure est certes très grave et il est difficile de répondre à la question qui nous est posée: quel langage commun pour un nouveau récit universaliste? Car le droit n'est pas qu'un langage, c'est aussi un outil au service d'une cause. La question du langage commun, elle est plus complexe, puisque commun signifie que l'on s'entende sur tout, ou du moins sur un dénominateur commun, mais surtout que l'on arrive à s'engager. Et s'engager, Yann Aguilar l'a rappelé, c'est d'une certaine manière prendre le risque d'empiéter sur sa souveraineté nationale. Et ça, je ne connais pas un État qui le fasse spontanément et de bon cœur. Monsieur Abdelhadim Elafi, commissaire de la COP 22, excusez-moi le lapsus, rappelait hier à juste titre que l'intérêt général n'était pas la somme des intérêts individuels. C'est tout à fait juste. Il n'en demeure pas moins que les principes adoptés dans les conférences internationales, s'ils ne lient pas nécessairement les États, ont une valeur pédagogique et symbolique extrêmement forte. Et pour cette raison, il ne faut pas les délaisser, il faut s'en servir comme un maçon se sert d'une truelle, et nous, avocats, nous nous servons de ces outils comme d'un marteau pour enfoncer un clou. Alors le droit international a déjà permis des avancées significatives en une période de temps qui est finalement assez courte, puisque nous parlons d'une échelle de temps de 40 ans, depuis Stockholm 1972 à aujourd'hui. Il s'est écoulé finalement assez peu de temps. Et les plus belles pages du droit de l'environnement ont d'une certaine manière déjà été écrites. Lorsque l'on voit le 10e principe de la Convention de Stockholm, franchement, c'est un principe merveilleux. L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité, déjà la dignité, et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Tout y est. En 1972, tout y est. Alors, Yann Aguilar rappelait que finalement, tout ça finit quelque part devant un juge. Et je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Il y a effectivement deux modes de résolution des problèmes environnementaux ou sociaux aujourd'hui, la violence ou le juge. Il faut préférer évidemment le juge à la violence. Et le juge est sensible à la valeur symbolique des textes internationaux. Le juge est sensible et le droit international est une source d'inspiration pour le juge, mais également pour les législations nationales. Le 3e sommet de la Terre à Rio nous a offert un principe novateur, donc le principe de précaution. Il s'agissait du 15e principe de la déclaration finale du sommet.
Alors évidemment, si vous posez la question aux juristes, tous les juristes vous diront c'est de la soft law, le principe de précaution dans la Convention de Rio. C'est peut-être de la soft law, mais c'est de la soft law qui a été inscrite 3 ans plus tard, pas plus que 3 ans plus tard, dans la loi Barnier, et qui est devenue de la hard law. Et en moins de 3 ans, c'est-à-dire en 1998, des juristes mal intentionnés comme moi ont décidé de porter devant les plus hautes juridictions françaises, le Conseil d'État dont faisait partie Yann Aguila, un contentieux qui concernait les OGM et dans lequel il était question du respect ou de la violation du principe de précaution. Est-ce que j'ai le temps de développer 3 minutes, ça sera un peu court, mais en 3 minutes, on peut dire beaucoup de choses. 4. Il était question de suspendre une autorisation accordée donc, à une variété de maïs transgénique produite par la société Novartis qui avait dans son ADN un pesticide qui permettait de tuer donc, le papillon, la pyrale, qui est un destructeur des cultures. Mais, et c'est là où vous voyez finalement que les ressources technologiques sont illimitées, le créateur de ce maïs a également introduit dans le génome un gène de résistance à un antibiotique uniquement pour tracer son brevet, c'est-à-dire pour le détecter et pour s'assurer qu'on n'allait pas le reproduire sans son autorisation commerciale. Eh bien, c'est ce gène de résistance à un antibiotique qui a alerté le Conseil d'État sur le risque ou la violation du principe de précaution. On a insuffisamment documenté les effets de cette accumulation et de cette résistance progressive aux antibiotiques, et donc principe de précaution a sanctionné provisoirement, c'était une suspension, mais a sanctionné provisoirement ce maïs. Au final, il a été retiré par Novartis qui craignait devoir engager sa responsabilité du marché, et Dieu merci, nous n'en avons pas dans nos assiettes, ni vous ni moi, ce maïs a été tout simplement retiré du marché. S'en est suivi un moratoire politique de 10 ans, donc vous voyez que le droit et le juge sont une source inépuisable d'action. Alors, il ne faut pas donner l'impression que tout doit être réinventé en permanence. Il y a évidemment énormément de motifs d'espoir. Et j'en terminerai, et ça sera ma conclusion. Pour moi, qui suis un praticien et qui aime les symboles, un des grands motifs d'espoir de cette dernière année repose dans la merveilleuse encyclique du pape François, qui nous a fait ce magnifique cadeau en 2015 de consacrer une encyclique à la protection de l'environnement. C'est extrêmement important pour une raison très simple. Je considère de manière très pragmatique qu'il y a beaucoup plus de croyants dans le monde que d'écologistes. Et quand leur chef spirituel leur adresse un message dans des mots aussi clairs et aussi précis, je me dis que cela ne peut qu'avoir un effet bénéfique. Alors, je lance aujourd'hui un appel depuis ici, le Maroc, terre d'islam et de paix, pour que les autorités, les plus hautes autorités religieuses d'autres religions s'inscrivent dans cette démarche et fassent comme le pape François, avec leurs mots, à leur collectivité, adressent également un message de paix et de protection pour l'environnement. Et avec cela, nous sauverons peut-être le monde.